Serafina Sterling était considérée intouchable. Les milliards de son père enterraient des secrets et réduisaient au silence des témoins pendant 24 ans. Pourtant, personne n'avait tenu compte de Maya Linwood. Maya n'était pas une rivale ou une ex-petite amie jalouse. Elle était une personne sans importance, une serveuse gagnant le salaire minimum qui était simplement supposée être invisible. Mais le 14 juillet, à l'intérieur du penthouse exclusif de Manhattan, cette fille invisible n'a pas seulement brisé un verre de champagne, elle a brisé toute la dynastie Sterling. Ceci n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire vraie tordue de comment la fille servant des boissons a fini par posséder l'Empire. Vous pensez connaître les riches? Vous n'avez aucune idée. Si vous vivez à New York, vous savez qu'il y a deux versions de la ville. Il y a la jungle de béton, où les gens poussent à travers les tourniquets du métro et mangent des tranches à $1. Et puis, il y a la stratosphère. La stratosphère n'est pas juste un lieu, c'est une fréquence. Elle existe dans les penthouses surplombant Central Park, dans des clubs réservés aux membres, où les frais d'entrée sont une référence d'un sénateur, et à l'arrière d'escalades teintées au ralenti sur la 5e avenue. Maya Linwood vivait dans la première version dans un appartement au 4e étage sans ascenseur dans le Queens, avec un radiateur qui sifflait comme un chat mourant, mais elle travaillait dans la stratosphère. Maya avait 23 ans, avec des yeux vifs et intelligents qu'elle avait appris à garder abaissés. Elle travaillait chez L'Oubli, un club de souper si exclusif qu'il n'avait pas d'enseigne, juste une lourde porte en fermeture sur une rue pavée à Tribeca. Chez L'Oubli, le personnel n'était pas seulement formé pour servir. Ils étaient formés pour disparaître. La règle d'or était simple. Tout voir, ne rien dire et ne jamais établir de contact visuel à moins d'être interpellé. Par une nuit humide de mardi fin juin, l'atmosphère à l'intérieur de L'Oubli était électrique. L'air sentait le coûteux parfum de bois de oud et l'huile de truffe. La raison de la tension était assise à la table 1, la banquette avec le meilleur éclairage et le plus d'intimité. Serafina Sterling était arrivée. Serafina était la fille de Richard Sterling, le titan du capital investissement, qui possédait effectivement la moitié de Midtown. Serafina était belle d'une manière qui semblait agressive. Elle avait des cheveux blonds platine qui ressemblaient à de la soie filée et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle était entourée de sa cour habituelle, Caleb Montgomery, le fils d'un magnat des médias connu pour son charme paresseux et son dangereux dossier de conduite, et des profiteurs exquis et insipides qui riaient trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Maya était assignée à la table 1. C'était le service de l'enfer, mais les pourboires couvraient généralement son loyer pour un mois, généralement. Plus de vodka Grey Goose. Et dites au barman s'il meurtrit encore la menthe dans mon mojito, je le ferai déporter, dit Serafina, ne levant pas les yeux de son téléphone. Sa voix était un traînage ennuyé, le son de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot non. Bien sûr, mademoiselle Sterling, dit Maya, sa voix un monotone pratiqué. Ma bougea avec l'efficacité d'un fantôme. Elle remplaça les serviettes, remplit les verres d'eau, et naviguait sur le sol bondé avec un lourd plateau équilibré sur une main. Elle était invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Cela arriva à 23h45. Maya plaçait une nouvelle série de cocktails sur la table. Alors qu'elle se penchait pour déposer un martini, Caleb Montgomery, ivre et gesticulant sauvagement en racontant une histoire d'écrasement de sa poche et Monaco, jeta son bras en arrière. Son coude se connecta durement avec les côtes de Maya. Le plateau se déstabilisa. Le temps sembla ralentir. Maya essaya de corriger l'équilibre, son poignet se tendant, mais la gravité gagna. Le verre à martini bascula. Une olive et 3 onces de vodka premium éclaboussèrent directement le genou de Serafina Sterling. Le liquide imbiba la soie blanche de sa robe Versace d'archive instantanément, rendant le tissu translucide. La musique dans le club ne s'arrêta pas, mais le silence à la table 1 était assourdissant. Caleb figea, les profiteurs altèrent,
Sarafina regarda lentement son genou, puis Maya. Ses yeux étaient des vides d'un bleu glacé. « Je suis tellement désolé, dit Mia, attrapant une serviette en lin. « Monsieur, vous avez heurté mon bras. »« Je n'ai, » chuchota Sarafina. Le mot unique était comme un coup de fouet. Elle se leva, la soie mouillée collant à ses jambes. Elle ne regarda pas Caleb, celui qui avait causé l'accident. Elle regarda seulement la serveuse. « Espèce de petite vache maladroite et stupide, » dit Sarafina, sa voix assez forte pour porter au-dessus de la musique house ambiante. Les têtes des tables voisines se tournèrent. « Avez-vous la moindre idée de ce que c'est? Cette robe coûte plus cher que toute votre vie. » « C'était un accident, » dit Maya, sa mâchoire se serrant. Elle connaissait la règle, s'excuser même quand vous avez raison. Mais quelque chose dans le ton de Sarafina, la pure déshumanisation de cela, alluma une flamme dans la poitrine de Maya. Et il m'a frappé. « Je me fiche de qui vous a frappé, » siffla Sarafina, s'approchant, envahissant l'espace personnel de Mia. Elle sentait le Chanel numéro 5 et la malice. « Vous êtes ici pour nous servir. C'est votre seule fonction. Si vous ne pouvez pas le faire sans ruiner des vêtements à 5 chiffres, vous ne devriez pas être ici. » Sarafina ramassa un verre de vin rouge, un pinot noir de la bouteille qu'ils avaient commandé, qui coûtait 3000 $. « Voyons comment vous aimez ça, » dit Sarafina. D'un coup de poignet, elle jeta le vin au visage de Maya. Le liquide rouge foncé brûla les yeux de Maya et dégoulina de son menton, tachant sa chemise d'uniforme blanche d'un rouge sang. Le club devint silencieux. Même le DJ baissa le volume. Tout le monde regardait. La file du milliardaire venait de baptiser l'aide. Maya resta là, aveuglée, dégoulinante, humiliée. La honte était chaude et suffocante. Elle essuya le vin de ses yeux. Elle regarda Sarafina, qui souriait, attendant les larmes, attendant la supplication. Mais Maya ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle brisa la règle. Maya fit un pas en avant, ignorant le manager se précipitant vers eux. Elle regarda Sarafina Sterling droit dans les yeux, une violation directe du protocole, et parla clairement. « Votre père a payé le procureur en 2019 pour étouffer le délit de fuite de Caleb, » dit Maya. Sa voix n'était pas forte, mais elle était stable. Et vous étiez sur le siège passager. Le sourire narquois disparut du visage de Sarafina. Caleb pâlit, son verre à moitié porté à sa bouche. L'air quitta la table. « Sortez » chuchota Sarafina, sa voix tremblante, non pas de colère, mais d'une peur soudaine et vive. « Vous êtes viré » cria le manager, un homme affolé nommé Jill, saisissant le bras de Mia. « Sortez maintenant. » Maya le secoua. Elle enleva son tablier, le roula en boule et le laissa tomber dans la flaque de vin sur le sol. Elle soutint le regard de Sarafina une seconde de plus, assez longtemps pour faire savoir aux airs que la fille invisible avait regardé, écouté et tout retenu. Maya se tourna et sortit par la porte en fer dans la nuit humide de New York. Elle tremblait, l'adrénaline se racle la gorge, courassant dans ses veines. Elle venait de perdre son emploi. Elle s'était probablement mise sur liste noire de tous les établissements haut de gamme de la ville. Mais alors qu'elle marchait vers le métro, Maya Linwood ne ressentit pas de peur. Elle ressentit la satisfaction sombre d'une soldat qui venait de tirer le premier coup dans une guerre. Parce que Sarafina ne connaissait pas la vérité. Elle ne savait pas que Maya n'était pas juste une serveuse. Maya avait pris ce travail chez l'oubli pour une raison. Elle chassait Sarafina Sterling depuis 2 ans, et cette nuit, le jeu avait enfin commencé. Le lendemain matin, le téléphone de Maya se racle la gorge, était une brique de silence. Elle était assise sur son escalier de secours, buvant du café instantané bon marché, rejouant la nuit dans sa tête. Elle savait que des représailles viendraient. Des hommes comme Richard Sterling ne laissaient pas de détails en suspens. Et des filles comme Sarafina ne pardonnaient pas la défiance publique. Elle s'attendait à une poursuite. Elle s'attendait à un ordre de cesser et de s'abstenir. Elle ne s'attendait pas à la voiture de ville noire.
Elle s'arrêta devant un bâtiment dans le Queens à 11 heures, semblant ridiculement déplacé parmi les Honda Bosley et les fourgonnettes taguées de graffiti. Un homme en costume gris anthracite en sortit. Il ne ressemblait pas à un avocat. Il ressemblait à un nettoyeur. Il sonna à son appartement. Mademoiselle Linwood, Mademoiselle Sterling aimerait avoir un mot. L'instinct de Mire lui cria de courir, mais elle était allée trop loin pour courir. Elle attrapa son sac, vérifia le spray au poivre dans sa poche et descendit. Le trajet en voiture fut silencieux. Ils n'allèrent pas au bureau de Richard Sterling et Midtown. Ils se dirigèrent vers les Hamptons. Le voyage dura 2 heures, passant de la crasse de la ville aux haies vertes, émeraudes manucurées des ultra-riches. Ils s'arrêtèrent dans l'allée du domaine Sterling, sur Meadow Lane. C'était une monstruosité de verre et d'acier perchée au bord de l'océan Atlantique, ressemblant plus à l'antre d'un méchant qu'à une maison. Maya fut menée sur la terrasse arrière. Sarafina était là, allongée sur une chaise longue blanche, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un caftan qui flottait dans la brise marine. Caleb n'était nulle part en vue. Sarafina ne lui offrit pas de siège. « Vous savez, dit Sarafina, prenant une gorgée de thé glacé, les avocats de mon père ont rédigé une plainte ce matin. Diffamation, rupture de contrat, détresse émotionnelle. Nous pourrions vous enterrer sous des litiges jusqu'à ce que vos petits-enfants remboursent votre dette. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai, dit Mia, se tenant droite. Et nous savons toutes les deux que c'était le cas. Sarafina baissa ses lunettes de soleil. L'ecchymose sur son égo de la nuit dernière était clairement encore fraîche, mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant. De la curiosité. « Comment savez-vous » demanda Sarafina. « À propos de l'accident. Je sers des boissons. » Sarafina. Les gens ne regardent pas l'aide. Ils pensent que nous sommes des meubles. Vous et Caleb en avez parlé il y a 3 semaines dans la banquette d'angle. Vous riez du prix dérisoire de l'arrangement. Sarafina l'étudia. Vous êtes intelligente, plus perspicace que les idiots que je fréquente habituellement. Est-ce pour cela que je suis ici? Pour être complimentée? Non, vous êtes ici parce que vous êtes dangereuse, dit Sarafina. Elle se leva et marcha jusqu'au bord du balcon, regardant les vagues déferlantes. Mon père veut vous détruire. Il veut s'assurer que vous ne travaillerez plus jamais. Mais j'ai eu une meilleure idée. Sarafina se retourna, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Je m'ennuie, Maya. Je m'ennuie de mes amis qui ont peur de moi. Je m'ennuie de Caleb, qui est un idiot, et vous m'intriguez. Vous m'avez tenu tête. Personne ne fait ça. Sarafina prit un dossier en cuir de la table et le jeta vers Mire. Il glissa sur la surface en verre. C'est un accord de non-divulgation. Il achète votre silence concernant l'accident et tout ce que vous avez entendu à l'oubli. En échange, je ne vous poursuis pas en justice. Je ne signe pas ça, dit Mia. Il y a une deuxième clause, Sarafina l'interrompit. Lisez-la. Maya ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent le jargon légal jusqu'à ce qu'elle atteigne la section d'emploi. Poste. Assistante personnelle, accompagnatrice de Sarafina Sterling. Salaire, 150 000 $ par an plus logement et pension. Maya leva les yeux, stupéfaite. Vous voulez m'embaucher? Je veux garder mes ennemis proches, corrigea Sarafina. Si vous travaillez pour moi, vous signez l'accord de non-divulgation. Si vous le violez, vous allez en prison. Mais si vous travaillez pour moi, vous vivez ici. Vous voyagez avec moi, vous goûtez à la vie que vous détestez clairement, mais que vous voulez secrètement. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda Mire, véritablement déconcerté. J'ai jeté votre hypocrisie à votre visage. Exactement, chuchota Sarafina, s'approchant à nouveau, recréant l'intimité de la confrontation au nightclub. J'ai besoin de quelqu'un de vrai. Et je pense que ce serait amusant de vous briser, de voir combien de temps dure votre petite supériorité morale quand vous êtes couverte de diamants et que vous buvez du champagne millésimé. Tout le monde a un prix, Maya.
Je veux trouver le vôtre. C'était un piège. Maya savait que c'était un piège. Sarafina voulait la transformer en animal de compagnie pour l'humilier lentement jour après jour. My God, prouvant que la serveuse pouvait être achetée comme tout le monde. Mais Sarafina ne connaissait pas toute l'histoire. Elle ne savait pas que la mère de Maya avait été la secrétaire de Richard Sterling il y a 25 ans. Elle ne savait pas que Mia avait un certificat de naissance dans un coffre-fort qui listait Richard Sterling comme son père. Maya n'entrait pas seulement dans l'antre du lion pour servir la reine. Elle entrait pour brûler le royaume. C'était l'accès pour lequel elle avait prié. Maya sortit un stylo de son sac. Elle regarda le contrat, puis Sarafina. « J'ai une condition, dit Maya. Vous n'êtes pas en position de négocier. Je veux que mes prêts étudiants soient remboursés aujourd'hui en totalité, séparément du salaire. » Sarafina rit, un son clair et tintant. « Fait, c'est à peine de l'argent de poche. » Maya signa le papier. L'encre semblait lourde, comme du sang. « Bienvenue dans la famille, Maya. » Sarafina sourit. C'était le sourire d'un requin, sentant le sang dans l'eau. « Merci, mademoiselle Sterling, dit Mia, reprenant son rôle. » Alors que Maya était escortée vers l'aile des invités, une suite plus grande que son immeuble entier, elle envoya un SMS à un seul numéro sur son téléphone jetable. Le contact était enregistré comme inconnu. Le SMS disait « Je suis dedans. Ça commence. » Maya regarda autour de sa nouvelle chambre. Rideaux de soie, sols en marbre, une vue sur l'océan. Elle marcha jusqu'au miroir et se regarda. La tache de vin avait disparu, mais la peinture de guerre était là. Elle avait vendu son âme au diable. Mais Sarafina oublia une chose. Le diable était un ange déchu. Mais Maya était le jugement qui venait pour eux tous. Mais les choses allaient se compliquer, car ce soir-là, un troisième joueur entra dans le jeu. Et ce n'était ni Caleb ni Richard. C'était la seule personne que Maya n'avait pas prise en compte. Le troisième joueur n'était pas un membre de la famille. Il ne portait pas le nom Sterling, mais il portait leur secret. Son nom était Gabriel Stone. Maya le rencontra 3 heures après avoir emménagé dans le domaine. Elle était dans la bibliothèque cherchant ostensiblement un livre à lire, mais en fait scannant les dos des livres pour un coffre-fort ou un loquet caché, le genre de cliché que les hommes riches utilisaient pour cacher leurs registres. L'histoire de l'Empire romain, un peu lourde pour une lecture légère. La voix était basse, graveleuse, et venait des ombres près de la lourde porte en chêne. Maya ne sursauta pas. Elle s'était entraînée à ne pas broncher. Elle se tourna lentement. Gabriel Stone était appuyé contre le cadre de la porte. Il se racle la gorge, avait une 30aine d'années, portait un costume qui coûtait plus cher qu'une voiture, mais lui allait comme un équipement tactique. Il avait des cheveux foncés, une cicatrice traversant son sourcil gauche et des yeux d'une observation troublante. Il n'était pas beau comme Caleb. Caleb était un garçon. Gabriel était un homme qui avait l'air d'avoir fait des choses terribles et d'avoir dormi profondément après. « J'aime l'histoire, » dit Maya, remettant le livre sur l'étagère. « Elle enseigne comment les empires tombent. » Gabriel entra dans la pièce. Il se déplaçait avec une grâce de prédateur, silencieux sur le tapis personne. « Je suis Gabriel Stone, chef de la sécurité pour Richard Sterling. Je gérais les responsabilités de la famille. »« Je sais qui vous êtes, » dit Maya. Elle le savait. Gabriel Stone était le nettoyeur. Quand Sarafina eut un DOI, Gabriel fit disparaître le rapport de police. Quand les partenaires commerciaux de Richard devinrent gourmands, Gabriel leur rendit visite. Il était le gardien que Mia devait dépasser. « Et je sais qui vous êtes, Mia, » dit Gabriel, s'arrêtant à 3 pieds d'elle. La proximité était intimidante. « Vous êtes la serveuse qui a embarrassé Sarafina. Maintenant, vous êtes le projet de compagnie. Sarafina pense que vous êtes un jouet. Elle pense qu'elle joue avec vous. Et qu'en pensez-vous? » « Qu'en pensez-vous? »« Je pense que vous êtes une arnaqueuse, » dit Gabriel, sa voix dénuée d'émotion.
J'ai fait une vérification de vos antécédents dès que Serafina m'a appelé. Maya Linwood, née dans le Queens, mère décédée il y a 5 ans, pas de père listé, abandonneuse d'université communautaire, morte. Vous êtes désespéré et les gens désespérés sont dangereux. Il fit un pas de plus. Maya pouvait sentir le tabac et la pluie sur sa veste. Voici comment cela fonctionne, continua-t-il. Vous êtes ici à titre probatoire. Vous cassez un vase, je m'en fiche. Vous volez une cuillère, je m'en fiche. Mais si vous approchez du bureau de Richard Sterling ou de son ordinateur ou de ses dossiers, je ne vous virerai pas. Je vous démantèlerai. Nous comprenons-nous? Maya leva les yeux vers lui. Son cœur battait de la chamade contre ses côtes, mais elle força un sourire. Je suis juste là pour tenir le sac à main de Serafina, Monsieur Stone. Vous imaginez des menaces là où il n'y en a pas. Gabriel l'étudia un long moment inconfortable. Nous verrons. Pendant les 2 semaines suivantes, la vie au domaine Sterling fut une zone de guerre psychologique. Serafina était implacable. Elle ne traitait pas Maya comme une esclave, elle la traitait comme une poupée. « Porte ça, disait Serafina, jetant une robe 2 tailles trop petite à Maya. Nous allons bruncher. » Au brunch, Serafina présentait Maya à ses amis de la haute société comme mon petit projet de sauvetage. Elle posait des questions condescendantes sur ce que c'était de prendre le métro ou de faire ses courses chez Walmart. Maya répondait à chaque question avec une douceur polie et insipide, tout en mémorisant les noms, les connexions et les scandales. Mais le vrai travail se passait la nuit. Mia découvrit que la maison était câblée avec des caméras intelligentes, mais qu'il y avait des angles morts, les couloirs des domestiques, le patio arrière. Un mardi soir, Richard Sterling rentra chez lui. Un hélicoptère atterrit sur la pelouse arrière, les rotors fouettant les embruns marins dans une frénésie. Maya regarda de sa fenêtre son père, l'homme qui avait abandonné sa mère, enceinte et seule, sortir. Il avait l'air plus âgé que sur ses photos. Plus gris, il était au téléphone, l'air furieux. Maya avait besoin de s'approcher de lui. Elle avait besoin de ses données biométriques, d'une empreinte digitale, d'un enregistrement vocal, de quelque chose pour accéder au serveur crypté où il gardait les preuves de ses transactions illégales offshore. Les transactions qui, selon les vieux journaux de sa mère, étaient la source de sa fortune initiale. L'opportunité vint 2 jours plus tard. Serafina organisa 1 heure de cocktail décontracté pour les associés de Richard. Mia était de service, versant des boissons, une tâche sur laquelle Serafina insistait pour lui rappeler ses racines. Mia circulait avec un plateau de champagne quand elle vit Richard debout seul près de la cheminée. C'était le moment. Elle s'approcha. « Champagne, Monsieur Sterling. » Richard se tourna. Il avait des yeux gris froids. Il la regarda, distrait. Il tendit la main pour le verre. Alors qu'il le prenait, Maya laissa délibérément ses doigts effleurer les siens. Elle ne flirtait pas. Elle vérifiait s'il y avait une bague, une montre, tout ce qu'elle pourrait utiliser. Mais alors que leurs rayons se rencontrèrent, Richard s'arrêta. Il fronça les sourcils. Il regarda le visage de Maya, la regarda vraiment, et la couleur s'écoula de ses joues. « Je vous connais ?» demanda-t-il, sa voix rude. Le cœur de Mia s'arrêta. Elle ressemblait exactement à sa mère à 23 ans. « Je suis Maya, monsieur, la nouvelle assistante de Serafina. » Richard la fixa, un mélange de confusion et d'horreur soudaine. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais soudain une main lourde se posa sur l'épaule de Mia. « Monsieur Sterling, » dit Gabriel Stone, apparaissant de nulle part. « Il y a un appel sur la ligne sécurisée. C'est le sénateur. » Richard cligna des yeux, sortant de la transe. Il regarda Gabriel, puis de nouveau Ma, ses yeux se rétrécissant de suspicion. « Bien, excusez-moi. » Il s'éloigna, mais il la regarda 2 fois. Gabriel resserra sa prise sur l'épaule de Mia. Ce n'était pas douloureux, mais c'était un avertissement. « Vous nagez en eau profonde, Ma, » chuchota Gabriel à son oreille. Richard n'aime pas les nouveaux visages, surtout ceux qui ressemblent à des fantômes.
Maya se dégagea. Je servais juste un verre. Vous trembliez, nota Gabriel. Pourquoi trembliez-vous? Parce que vous me fixiez, mentit-elle. Continuez, dit Gabriel, sa voix tombant et un ronronnement dangereux. Je vous observe et contrairement à Richard, je ne crois pas aux fantômes. Maya se retira dans la cuisine, ses mains tremblantes. Richard l'avait reconnu, ou du moins il avait reconnu le fantôme de la femme qu'il avait détruite. L'horloge tournait plus vite maintenant. Elle devait agir avant qu'il ne découvre exactement qui elle était. Elle vérifia son téléphone. Un message d'inconnu. Le gala est samedi. Le grand livre rouge est dans le coffre-fort de la suite principale. Le code change toutes les 24 heures. Vous devez faire sortir Stone de la pièce. Maya regarda de l'autre côté de la pièce Gabriel, qui surveillait le périmètre comme un faucon. Le faire sortir du chemin était impossible à moins qu'elle ne le rende la distraction. Le gala de la Fondation Sterling était l'événement de la saison. Il se tenait à l'Hôtel Pierre à Manhattan, une salle de bal ruisselante de lustre en cristal et de milliards de dollars de valeur nette. Serafina s'était préparée pendant des jours. Pour Maya, la préparation était différente. Serafina lui avait donné une robe ce matin-là. « Porte ça », avait dit Serafina avec un sourire narquois. « C'est vintage. » C'était une robe hideuse en taffetas, bouffant des années 80, rose fluo vif. Elle était conçue pour rendre Mia ridicule, pour la faire ressortir comme un pouce douloureux au milieu se racle la gorge, de l'élégance sobre des cravates noires des invités. Mia l'a mis. Elle connaissait le jeu. Si elle refusait, elle était ingrate. Si elle la portait, elle était le bouffon de la cour. Mais Maya avait une paire de ciseaux. 10 minutes avant leur départ, Maya modifia la robe. Elle coupa les manches bouffantes, déchira la jupe en tulle pour créer une fente haute et épingla le corsage pour qu'il lui aille comme un gant. Quand elle sortit pour la limousine, elle n'avait pas l'air ridicule. Elle avait l'air avant-gardiste. Elle avait l'air frappante. La mâchoire de Serafina tomba quand elle la vit. « Qu'as-tu tu fait? »« Je l'ai fait fonctionner, » dit simplement Maya. Serafina plissa les yeux. « Tu te crois maligne? Attends un peu. » Le gala était une mer de flash. Maya marchait 3 pas derrière Serafina, tenant sa pochette. À l'intérieur de la salle de bal, l'élite de New York buvait et bavardait. Gabriel Stone était là, bien sûr. Il portait un smoking, parlant dans un écouteur, ses yeux balayant la pièce. Il repéra Ma dans sa robe rose modifiée, et pendant une fraction de seconde, un regard d'amusement impressionné traversa son visage avant de revenir au professionnalisme de glace. Le plan était simple. Selon le SMS d'inconnu, pendant le discours principal, Richard serait sur scène. Gabriel garderait la scène. La suite principale de l'Hôtel Pierre, où les Sterling séjournaient pour la nuit, serait gardée par un agent de sécurité junior. Maya devait s'éclipser, se rendre à la suite, trouver le coffre-fort et photographier le registre. Mais Serafina fit son mouvement en premier. À 21h, juste au moment où les amuse-bouches étaient débarrassés, Serafina attrapa le bras de Mia. Elle semblait l'affoler. « Mon bracelet, le bracelet de tennis en diamant, celui de Cartier, il a disparu. »« Je ne l'ai pas vu, » dit Maya. « Je vous l'ai donné, » Serafina éleva la voix. « Je vous l'ai remis dans la limousine parce que le fermoir était lâche. » Les gens commencèrent à se tourner. « Vous ne m'avez rien donné, Serafina, » dit calmement Maya. « Voleuse !» hurla Serafina. C'était une performance digne d'un Oscar. « Papa, elle a volé mon bracelet !» Richard Sterling se détourna de sa conversation avec le maire. La musique s'arrêta. La sécurité intervint. Gabriel était aux côtés de Mia en un instant. « Vérifiez son sac », exigea Serafina, pointant la petite bourse que Mia portait. Mia sentit un nœud froid dans son estomac. Elle savait que le bracelet était là. Serafina devait l'avoir glissé dedans quand Maya était distraite au vestiaire. S'il le trouvait, c'était fini. La prison. La fin du plan. « Donnez-moi le sac », dit Gabriel.
Maya regarda Gabriel. Elle vit le calcul dans ses yeux. Il s'attendait à le trouver. « Je ne l'ai pas pris », dit Maya à lui, sa voix à peine un murmure. « Vous savez que je ne suis pas assez stupide pour voler des bijoux. »« Le sac », répéta Gabriel. Maya le lui tendit. Ses mains tremblaient. Gabriel ouvrit la fermeture éclair de la pochette. Il tendit la main à l'intérieur. Sarafina souriait, attendant l'éclat des diamants. La main de Gabriel fouilla. Il s'arrêta. Il regarda Sarafina, puis de nouveau le sac. Il retira sa main. Il était vide. « Il n'y a rien ici qu'un rouge à lèvres et un téléphone », dit Gabriel d'une voix forte. La pièce devint silencieuse. Le visage de Sarafina devint blanc. « Quoi? C'est impossible. Vérifiez encore. »« J'ai vérifié, » dit Gabriel, sa voix clôturant l'affaire. « Il n'est pas là. »« Peut-être qu'il est tombé dans la limousine, » dit Richard Sterling, l'air agacé par sa fille qui faisait une scène. « Sarafina, arrêtez de faire un spectacle. Asseyez-vous. » Sarafina resta là, humiliée, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Elle lança un regard noir à Gabriel, puis à Maya. Maya était stupéfaite. Elle savait que le bracelet avait été là. Elle avait senti son poids plus tôt. Gabriel l'avait trouvé et il l'avait dissimulé. Il l'avait sauvé. Pourquoi? L'agitation s'apaisa alors que les lumières s'éteignaient pour les discours. Gabriel se rapprocha de Maya, se penchant de manière à ce que son souffle effleure son oreille. « J'ai le bracelet dans ma poche, » chuchota-t-il. « Vous me devez beaucoup. »« Pourquoi ?» chuchota-t-elle en retour. « Parce que je veux savoir ce que vous faites vraiment, » dit-il. « Un voleur vole pour l'argent. Vous n'êtes pas là pour l'argent. Vous chassez et je veux savoir quelle est la proie. » Il se recula. « Maintenant, Richard monte sur scène. Vous avez 20 minutes avant la fin des discours. Si vous allez faire ce que vous prévoyez de faire à l'étage, faites-le maintenant. » J'ai retiré le garde de la suite. Maya le fixa. Choqué. Il la laissait entrer. « Allez !» siffla-t-il. Maya ne perdit pas une seconde. Elle se glissa à travers la foule vers les ascenseurs de service. Elle monta à la suite penthouse. Elle entra dans la pièce. Il faisait sombre. Elle trouva le coffre-fort derrière un tableau, exactement comme Inconnu l'avait décrit. Elle avait besoin du code. Elle essaya l'anniversaire de sa mère. 0714, erreur. Elle essaya l'anniversaire de Sarafina. Erreur. Elle fit une pause. Quelle était la seule chose à laquelle Richard Sterling tenait? La seule chose qu'il protégeait obsessivement? La date de son premier million. Maya ne connaissait pas la date. La panique s'installa. Elle avait 3 minutes avant que le verrou ne se bloque automatiquement sur des abonnements. Puis elle se souvint de quelque chose des messages textes qu'elle avait interceptés le premier jour. Un rappel de calendrier récurrent que Richard avait. Le 20 janvier, la date à laquelle sa société est devenue publique. Elle tapa 0120. Clic. La lourde porte en acier s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des piles d'argent, des passeports et un petit livre en cuir rouge. Maya attrapa le livre. Elle l'ouvrit. Ce n'était pas seulement des chiffres, c'était une liste de noms, juges, sénateurs, capitaines de police, et à côté de chaque nom, un montant de paiement et une faveur accordée. C'était ça, le livre noir. La preuve que Richard Sterling dirigeait New York comme un chef de la mafia. Elle sortit son téléphone et commença à prendre des photos des pages. Page après page, ses mains volaient. Elle entendit la sonnerie de l'ascenseur au bout du couloir. Quelqu'un arrivait. Elle photographia la dernière page, une page datée de 24 ans. L'entrée disait « Paiement à Cynthia Linwood, 500 000 $. Conditions, silence concernant l'enfant. Cessation d'emploi. » Maya fixa le nom de sa mère. Les larmes montèrent instantanément. Il l'avait payé. Il avait acheté son silence. Les pas étaient à la porte. Maya repoussa le livre dans le coffre-fort, le claqua et tourna le cadran. Elle plongea derrière les lourds rideaux de velours juste au moment où la porte s'ouvrait. C'était Richard Sterling, et il n'était pas seul.
Je l'ai vu quitter la salle de bal. La voix de Richard grogna. Trouvez-la maintenant. Je cherche, monsieur, vint la voix de Caleb. Elle sait quelque chose, dit Richard, arpentant la pièce, s'arrêtant à quelques centimètres de l'endroit où Maya se cachait. Quand je l'ai regardée, j'ai vu Cynthia. Si elle est la gamine de Cynthia, elle était un détail à régler. Et vous savez ce que nous faisons des détails à régler? Maya retint son souffle, pressant sa main sur sa bouche. Elle était piégée. Si elle est la fille, dit Caleb, sa voix tremblante, a-t-elle droit à l'héritage? Pas si elle est morte, dit froidement Richard. Appelez Stone. Dites-lui d'amener la voiture par derrière. Nous allons la faire rouler ce soir. À sens unique, le sang de Maya se glaça. Ce n'était plus un jeu. Ils allaient la tuer. Elle serrait son téléphone contre sa poitrine. Elle avait les preuves, mais elle était piégée dans une pièce avec deux hommes qui voulaient sa mort. Et le seul homme qui savait où elle était, Gabriel, était l'homme qui nettoyait leurs dégâts. Gabriel l'avait-il envoyé ici pour obtenir les preuves, ou l'avait-il envoyé ici pour être prise? Maya retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent derrière le lourd rideau de velours. Elle pouvait voir les chaussures polies de Richard Sterling faire des allers-retours sur le tapis personne. « Stone prend trop de temps, marmonna Caleb, sa voix tremblante. « Et si elle allait à la police? »« Elle n'a rien, » claqua Richard. « Aucune preuve, juste la parole d'une serveuse mécontente contre un homme qui a bâti cette ville. Mais je veux qu'elle disparaisse ce soir. » La porte de la suite s'ouvrit. Des pas lourds et délibérés entrèrent. « Monsieur Sterling », la voix de Gabrielle Stone remplit la pièce. Elle était calme, professionnelle et terrifiante. « Vous l'avez trouvé? » demanda Richard. « J'ai sécurisé le périmètre, » dit Gabrielle. « Et j'ai trouvé ceci. » Maya y entendit un bruit sourd. Elle jeta un coup d'œil à travers la fente des rideaux. Gabrielle avait jeté son sac à main sur la table, celui qu'il avait confisqué en bas. « Elle est toujours dans le bâtiment, » dit Gabrielle. Il marcha lentement vers la fenêtre, vers les rideaux où Maya se cachait. Le cœur de Maya battait la chamade contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il savait qu'il l'avait envoyée ici. Il savait exactement où elle était. Gabriel s'arrêta juste devant le rideau. Il tendit la main. « C'est ça, » pensa Maya. « Il va me livrer. » Gabriel tira le rideau en arrière. « Trouvez, » dit Gabriel, son visage inexpressif. Ma haleta, trébuchant en arrière contre la fenêtre en verre. Richard Sterling se tourna, un sourire cruel se répandant sur son visage. « eh bien, » dit Richard s'approchant. « Le petit fantôme. J'ai les photos, » lâcha Maya, brandissant son téléphone. « J'ai le registre. Si vous me touchez, ça ira à la presse. » Richard rit. C'était un son sec et creux. « Vous n'avez pas de signal ici, chérie. Et vous ne quittez pas cette épice avec ce téléphone. » Il fit un signe de tête à Gabriel. « Stone, prenez-la. Vous connaissez le protocole. Faites en sorte que ça ressemble à une overdose. Une fin tragique pour une fille tourmentée. » Gabriel regarda Maya. Ses yeux étaient illisibles. « Compris, monsieur. » Il attrapa le bras de Maya. Sa prise était de fer. Mia se débattit, donnant des coups de pied et criant « Laissez-moi partir. Vous êtes un monstre. Tout le monde saura. »« Calme !» grogna Gabriel, tordant son bras derrière son dos douloureusement. Il la traîna vers la porte. Caleb s'avança, l'air de vouloir aider. Ou peut-être juste regarder. « Je conduirai », se porta volontaire Caleb avec empressement. « Non », dit Gabriel, sa voix baissant d'une octave. « Vous restez ici. Vous êtes une responsabilité, Caleb. Vous paniquez. Je fais ça seul. » Gabriel poussa Maya dans le couloir, devant le jeune agent de sécurité confus qui était retourné à son poste. Il la fit marcher jusqu'à l'ascenseur de service et appuya sur le bouton du garage. Alors que les portes se fermaient, les isolant, Maya se tourna vers lui. « Traître, vous m'avez piégé. Vous m'avez dit de monter ici. » Gabriel ne la regarda pas. Il fixa droit devant lui les numéros d'étage qui défilaient. « Taisez-vous, Maya. Vérifiez votre poche. » Maya fit une pause. Elle tendit la main dans la poche de son blazer.
Elle sentit un objet froid et dur. C'était le bracelet en diamant de Sarafina. « Je l'ai remis quand je vous ai attrapé, » dit Gabriel. « Si nous sommes arrêtés par les flics, vous êtes une voleuse. Si nous ne le sommes pas, c'est votre indemnité de départ. »« Où m'emmenez-vous? »« Vers les rivières, » dit Gabriel d'un ton plat. L'ascenseur s'ouvrit sur le garage VIP. Un SUV noir attendait. Gabriel la jeta sur le siège passager et verrouilla la porte. Il monta du côté conducteur et sortit du garage en trombe, les pneus crissants. Ils rejoignirent les rues de la ville. Mia regarda le GPS. Il se dirigeait vers l'autoroute West Side, vers les docks, le site d'élimination. « S'il vous plaît, » chuchota Mia, sa voix tremblante. « Vous n'avez pas à faire ça. Je sais que vous avez vu le registre. Vous avez vu ce qu'il a fait. » Gabriel ne répondit pas. Il conduisit avec une précision chirurgicale, se faufilant dans le trafic. Richard appela le téléphone de Gabriel. Gabriel répondit en haut-parleur. « C'est fait? » demanda la voix de Richard. « En route, monsieur. ETA 10 minutes. »« Bien, brûlez le téléphone après. » Gabriel raccrocha. Il baissa sa vitre, et puis il jeta son propre téléphone sur l'autoroute à 90 km/h. Maya le fixa. Gabriel vira la voiture. Il ne prit pas la sortie pour les docks. Il traversa 3 voies de circulation, les klaxons retentissant derrière eux, et fonça vers le tunnel Lincoln en direction du New Jersey. « Vous avez raté le virage. » Maya se racle la gorge, chuchota. « Je sais, » dit Gabriel. Il tendit la main sous le tableau de bord et arracha un tracker GPS, le jetant également par la fenêtre. « Qu'est-ce que vous faites? » Gabriel la regarda finalement. Le masque du chef de la sécurité au cœur froid tomba. Il avait l'air épuisé. « Je vous kidnappe, » dit-il, « parce que si je vous laisse à New York ce soir, vous serez morte au matin. Et j'ai passé 3 ans à travailler sous couverture pour obtenir ce registre. Je ne vais pas vous laisser vous faire tuer avant que nous puissions l'utiliser. » Maya était stupéfaite. « Sous couverture? Vous êtes de la police. »« FBI, » dit Gabriel, « Opération Château de Verre. Nous essayons de coincer Richard Sterling pour racketeering et meurtre depuis une décennie. Mais nous ne pouvions pas obtenir le code du coffre-fort. Nous avions besoin d'un membre de la famille ou de quelqu'un ayant du sang familial. » Il la regarda avec un sourire sombre. « Je ne vous ai pas aidé parce que je vous aime bien, Maya. Je vous ai aidé parce que vous étiez la clé. Vous avez les photos? Oui. Bien. Alors accrochez-vous car Richard vient de réaliser que son nettoyeur est parti en vrille et il va envoyer le monde entier après nous. » Ils roulèrent pendant 2 heures, profondément dans le désert industriel du New Jersey. Ils s'arrêtèrent d'un motel qui semblait louer des chambres à l'heure. L'enseigne au néon bourdonnait de manière inquiétante. Pas de place, mais Gabriel défonça la porte de la chambre 104. Il avait clairement déjà utilisé cette planque. « Ne touchez pas les rideaux », ordonna Gabriel, jetant un téléphone jetable sur le lit. « Connectez votre téléphone à ce point d'accès. Téléchargez les photos sur le serveur sécurisé que je vais vous donner. Faites-le maintenant. » Maya s'assit sur le matelas bosselé, ses mains tremblantes alors qu'elle accédait au cloud. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? »« Parce que vous êtes une très mauvaise menteuse, » dit Gabriel, arpentant la petite pièce, vérifiant son arme. « Si vous saviez que j'étais un agent fédéral, Richard l'aurait vu sur votre visage. J'avais besoin de vous terrifier. La peur semble authentique. Vous m'avez presque cassé le bras. J'ai sauvé votre vie. » De rien. La barre de téléchargement progressa lentement sur l'écran. 20%, 40%. « Qui était Edel? » demanda soudain Gabriel. « L'entrée que vous avez vue dans le registre. » Qui était Cynthia Linwood? Maya ne leva pas les yeux. Ma mère, elle était sa secrétaire. Ils ont eu une liaison. Quand elle est tombée enceinte, il lui a versé un $250,000 pour qu'elle disparaisse. Il lui a fait signer un contrat, disant qu'elle ne me dirait jamais qui était mon père. Gabriel arrêta de faire les 100 pas. « Et l'argent? »« Frais médicaux, » dit Maya amèrement.
Elle est tombée malade quand j'avais 10 ans. L'argent était parti quand j'avais 12 ans. Elle est morte fauchée. Il vivait dans un palais et elle est morte dans un service de soins palliatifs dans le Queens parce que nous ne pouvions pas nous permettre de meilleurs soins. Le téléchargement atteignit 90%. Soudain, le téléphone fixe de la pièce sonna. C'était un son strident et dérangeant dans le silence. Gabriel se figea. Personne ne savait qu'ils étaient ici. C'était un médibomber. Gabriel fit signe à Maya de rester en arrière. Il décrocha le combiné et le porta à son oreille sans parler. « Bonjour, Gabriel. » Une voix féminine ronronna à l'autre bout. Ce n'était pas Richard, c'était Serafina. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. Il raccrocha le téléphone. « Nous devons partir maintenant. »« Quoi? Qui c'était? »« Serafina, ils nous ont trouvés. »« Comment? Vous avez jeté le tracker. »« Votre téléphone, » réalisa Gabriel, se maudissant. « Les photos, les métadonnées des photos que vous venez de télécharger. Ils ont une porte dérobée vers le serveur cloud. Richard possède l'entreprise d'hébergement. Je n'ai pas vérifié l'entreprise d'hébergement. Le verre se brisa. Une cartouche de gaz lacrymogène fracassa la fenêtre, atterrissant sur le tapis, sifflant de la fumée blanche. Bougé, Gabriel attrapa Maya, la protégeant de son corps, alors qu'il ouvrait la porte arrière de la pièce d'un coup de pied. Ils se déversèrent dans la ruelle derrière le motel. L'air nocturne était rempli de sirènes, mais pas de sirènes de police. C'étaient des véhicules de sécurité privée, des SUV noirs grouillés sur le parking. Là, cria une voix. 2 hommes en équipement tactique sprintaient au coin. Gabriel leva son arme, un Glock de service qu'il avait sorti de son étui de cheville, et tira 2 coupes de sémence. Les men plongèrent pour se couvrir. « La voiture est bloquée » cria Gabriel par-dessus le bruit. « Nous devons nous diriger vers le triage ferroviaire. » Ils coururent, les talons de Mia se cassèrent, alors elle les enleva, courant pieds nus sur le gravier et le verre brisé. Ils escaladèrent une clôture grillagée, tombant dans un triage ferroviaire abandonné. Ils se cachèrent en derrière un wagon-citerne rouillé, haletant pour reprendre leur souffle. Mia vérifia son téléphone. « Téléchargement terminé, je l'ai envoyé », allaita-t-elle. « Le FBI là. »« Peu importe si nous sommes morts, » dit Gabriel, rechargeant. « Les hommes de Richard ne sont pas ici pour nous arrêter. » Gabriel. Une voix résonna à travers le triage ferroviaire, amplifiée par un mégaphone. Se racle la gorge. C'était Serafina. Elle se tenait au sommet d'un conteneur d'expédition à 50 mètres, silhouettée contre les projecteurs des SUV. Elle ressemblait à une reine inspectant un champ de bataille. « Donnez-moi la fille, Gabriel » cria Serafina. « Vous pouvez vous en aller. Je virerai même 5 millions sur un compte offshore, mais... » « Donnez-moi juste la serveuse. » Gabriel regarda Mia. Il transpirait. Il était en infériorité numérique de 10 contre 1. « Pourquoi est-elle ici? » chuchota Maya. « Pourquoi envoyer la fille? »« Parce que Richard a peur, » réalisa Gabriel. « Il ne mène pas la chasse parce qu'il déchiquette des documents au bureau. Il a envoyé Serafina nettoyer son gâchis. » Gabriel regarda Maya. « Pouvez-vous courir? » « Oui, il y a un espace dans la clôture côté nord. Allez-y, je les retiens. »« Non, » dit Maya, attrapant son bras. « Si je pars, ils vous tuent. Et si vous mourrez, personne ne peut vérifier les preuves. Nous y allons ensemble. » Maya se leva. Avant que Gabriel ne puisse l'arrêter, elle sortit de derrière le wagon-citerne sous les projecteurs. « Serafina » cria Maya. « Maya, descends » siffla Gabriel. « Vous me voulez? » cria Maya, brandissant son téléphone. « Venez me chercher, mais vous devez savoir que le live stream est déjà en cours. » Serafina se figea. « Je suis en direct sur YouTube en ce moment même. » Maya mentit, sa voix craquant mais forte. 80 000 personnes regardent. Faites un signe à la caméra, sœur. C'était un bluff désespéré et insensé. La chaîne YouTube de Mia n'avait aucun abonné. Elle n'avait même pas ouvert l'application, mais Serafina hésita.
Elle vivait sa vie en ligne. La menace d'un public en direct était plus terrifiante pour elle qu'une arme. Elle fit signe à ses hommes de ne pas se tirer. « Vous mentez » Serafina cria, mais sa voix trembla. « Est-ce le cas » cria Maya en retour. « Vérifiez votre fil d'actualité. Les milliardaires chassent leurs sœurs dans le New Jersey. C'est en tendance. » Pendant une fraction de seconde, Serafina regarda son téléphone pour vérifier. Ce fut la seconde dont Gabriel eut besoin. « Allez !» Ils sortirent de leur cachette, sprintant vers l'espace dans la clôture. Des coupes de feu retentirent derrière eux, ricochant sur les trains en métal. Sam, mais l'hésitation de Serafina leur avait fait gagner de la distance. Ils se faufilèrent à travers le trou dans la clôture et dégringolèrent un remblai sur une route principale. Un camionneur était au ralenti à un feu rouge. Gabriel fit clignoter son badge contre la fenêtre. « Agent fédéral, ouvrez la porte !» Le chauffeur terrifié déverrouilla la cabine. Ils montèrent. « Roulez !» ordonna Gabriel. Alors que le semi-camion s'éloignait en vrombissant, laissant l'armée privée derrière dans la poussière. Maya s'affala contre le tableau de bord. Elle regarda son téléphone. Il était noir. Batterie morte. « Vous ne l'avez pas streamé » Gabriel dit, respirant difficilement. « Non » Maya sourit faiblement. « Mais elle a cru que je l'avais fait. Les gens riches croient toujours que tout le monde les regarde. » « Nous ne sommes pas encore en sécurité » dit Gabriel, regardant le rétroviseur latéral. « Richard sait que le FBI a les dossiers maintenant. Il est acculé et un animal acculé est la chose la plus dangereuse sur Terre. Nous devons nous rendre à Federal Plaza avant qu'il ne fasse appel à des faveurs pour nous faire intercepter. » Maya regarda par la fenêtre les lumières qui défilaient. Elle n'était plus une serveuse. Elle n'était plus juste une fille. Elle était la femme qui venait de bluffer une dynastie et de gagner. « Finissons-en » dit Maya. Les freins à air du semi-camion sifflèrent alors qu'il s'arrêtait au coin de Broadway et Worth Street dans le Lower Manhattan. Il était 4 heures du matin. La ville dormait, mais les lumières de Federal Plaza brûlaient claires. Mare et Gabriel descendirent de la cabine. Ils avaient l'air d'avoir traversé une zone de guerre. La robe de Maya était déchirée, ses pieds saignaient et le smoking de Gabriel était couvert de poussière et de graisse. « C'est ça, » dit Gabriel, vérifiant son chargeur une dernière fois. « Une fois que nous aurons traversé cette place, vous êtes le témoin vedette. Il n'y a pas de retour en arrière. »« Je n'ai jamais voulu faire demi-tour, » dit Maya. Elle serra le téléphone, le pistolet fumant numérique fermement dans sa main. Ils marchèrent vers les lourdes portes en verre du bureau de terrain du FBI, mais Richard Sterling avait une dernière carte à jouer. Alors qu'ils atteignaient les marches, 3 berlines noires s'arrêtèrent en crissant au trottoir. 6 hommes en costume en sortirent. Ce n'était pas la sécurité privée cette fois. C'étaient des avocats. À leur tête se trouvait Arthur Pendleton, l'avocat de la défense le plus cher de New York. Un homme connu sous le nom d'entrepreneur de pompes funèbres parce qu'il enterrait la vérité. « Mademoiselle Linwood » cria Pendleton, levant la main. « Arrêtez-vous là !» Gabriel s'interposa devant Mara. « Reculez, Pendleton. Elle est sous garde fédérale. C'est une jeune femme mentalement instable qui a volé des données propriétaires. » dit Pendleton d'une voix douce, flanqué de 2 grands hommes qui ressemblaient plus à des voyous qu'à des parajuristes. Nous avons une injonction d'urgence signée par le juge Kincaid il y a 10 minutes. Elle doit être renvoyée immédiatement dans un établissement psychiatrique pour évaluation. Il agita un morceau de papier. C'était une ordonnance du tribunal. Richard avait réveillé un juge véreux au milieu de la nuit. « C'est fini, Maya, » dit Pendleton, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « Votre père veut juste vous aider. Montez dans la voiture. » Maya regarda le papier. Puis elle regarda le bâtiment du FBI. Il était à 50 pieds. « Ce n'est pas mon père, » dit Maya. « C'est ma cible. »« Saisissez-la, » ordonna Pendleton aux gardes. Les gardes se ruèrent. Gabriel plaqua le premier, les envoyant tous les 2 s'écraser sur les marches en béton. Le deuxième garde tendit la main vers Maya. « Agences fédéraux, mettez-vous au sol. » Les portes du bâtiment fédéral s'ouvrirent en grand.
Une douzaine d'agents tactiques en sortirent, fusils levés, menés par la directrice adjointe Sarah Jenkins. Pendleton, reculez, ou je vous arrêterai pour obstruction à la justice, cria Jenkins. Pendleton se figea. Les gardes reculèrent. La vue des fusils fédéraux était suffisante pour briser leur loyauté au salaire. Gabriel se leva, essuyant du sang de sa lèvre. Il regarda Maya et hocha la tête. « Allez-y. » Maya passa devant les avocats, devant l'injonction et dans la sécurité du hall. 6 mois plus tard, le procès du siècle eut lieu au Southern District de New York. Les médias l'appelèrent le procès Cendrillon. La salle d'audience était bondée. Chaque grand réseau de nouvelles était là. Richard Sterling était assis à la table de la défense, l'air diminué sans ses costumes coûteux et son bronzage en spray. Il ressemblait à ce qu'il était, un vieil homme effrayé. Maya prit la barre. Elle portait un simple chemisier blanc. Elle n'avait plus l'air invisible. Le procureur de district, Robert Holloway, le procureur, la guida à travers le registre, nom par nom, pot de vin par pot de vin, et enfin, Mademoiselle Linwood, dit Holloway. Parlons de l'entrée datée du 14 juillet, il y a 24 ans. Le paiement à votre mère. Il l'a payé pour qu'elle parte, dit Maya, sa voix stable. Mais ce n'était pas le pire. Maya se tourna pour regarder Richard. Nous avons trouvé le reste des dossiers, Richard, dit-elle directement à lui. Les rapports de toxicologie de l'autopsie de ma mère. Vous ne l'avez pas seulement payé, vous avez fait échanger ses ordonnances. La maladie qui l'a tué, c'était un empoisonnement lent, de l'arsenic administré par le médecin sur votre liste de paye. La salle d'audience éclata. C'était la tournure que personne n'avait vu venir. Le registre ne prouvait pas seulement la corruption, il prouvait le meurtre. Richard claqua son poing sur la table. Mensonge, elle ment. Le médecin a témoigné ce matin en séance à huis clos, révéla calmement Holloway. Il vous a dénoncé, Richard, pour se sauver. Richard Sterling s'affala sur sa chaise. C'était fini. Mais le dernier clou du cercueil ne vint pas des bijoux. Il vint de la galerie. Sarafina se leva. Elle était assise au dernier rang, vêtue de noir, l'air d'une veuve. « Est-ce vrai? » chuchota-t-elle, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. « L'avez-vous tué? »« Asseyez-vous, Sarafina, » claqua Richard. « Vous m'avez dit qu'elle était une chercheuse d'or, » dit Sarafina, les larmes coulant sur son visage. « Vous m'avez dit que ma mère était morte d'une crise cardiaque. L'avez-vous tuée, elle aussi? Était-elle trop chère à garder? » Ordre! Le juge frappa le gavelet, mais le mal était fait. La famille Sterling n'était pas seulement brisée, les conséquences, Richard Sterling fut condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourait dans une cellule portant la même combinaison orange bon marché que les criminels qu'il méprisait. Les actifs Sterling furent saisis par le gouvernement. Les penthouses, les yachts, les diamants, tous vendus pour payer des réparations aux victimes. Sarafina fut dépouillée de sa fortune. La dernière fois que Maya la vit, elle travaillait comme hôtesse dans un bistrot à Brooklyn. Elles ne parlèrent pas, mais Sarafina lui fit un signe de tête, un acquiescement silencieux d'une trêve. Et Maya, elle ne prit pas un sou de l'argent du règlement. Elle donna sa part à un fonds de défense juridique pour les travailleurs des services à faible revenu. Par un après-midi d'automne clair, Maya était assise sur un banc à Central Park. Elle lisait un livre. « L'histoire de l'Empire romain » demanda une voix. Maya sourit et leva les yeux. Gabriel Stone se tenait là. Il ne portait pas de smoking ni de gilet tactique. Il portait un jean et une veste en cuir. Il avait démissionné du FBI après le procès. « Je vous l'ai dit, Maya, j'aime lire comment les empires tombent. » « Vous n'avez pas seulement lu à ce sujet, » dit Gabriel, s'asseyant à côté d'elle. « Vous l'avez fait arriver. »« Que faites-vous ici, Gabriel? »« Je cherche un partenaire, dit-il.
sécurité privée, conseil haut de Kim. Nous aidons les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. J'ai besoin de quelqu'un qui peut entrer dans une pièce, être invisible et tout voir. Maya ferma son livre. Elle regarda l'horizon de New York. Il ne ressemblait plus à une forteresse impossible. Il ressemblait à un terrain de jeu. « Je suis cher, taquina-t-elle. » Gabrielle sourit. « Je sais, mais vous en valez la peine. » Maya Linwood, la serveuse qui a enfreint toutes les règles, prit sa main. « Quand commençons-nous? » Et c'est la véritable histoire de comment Maya Linwood a fait tomber l'Empire Sterling. Cela prouve que peu importe combien d'argent vous avez ou à quelle hauteur est votre penthouse, la vérité a toujours un moyen de monter les escaliers. Richard Sterling est mort en prison il y a 2 ans, mais les lois créées après son procès protègent les travailleurs à ce jour. Si vous avez apprécié cette montagne russe de vengeance, de justice et de secret, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment l'algorithme à partager cette histoire avec plus de gens. Et si vous voulez plus de drames de crimes réels et de narrations tordues, abonnez-vous et sonnez la cloche de notification. Je publie de nouvelles histoires chaque semaine qui prouvent que la vérité est plus étrange que la fiction. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé ce registre? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.